Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. On va se pencher aujourd'hui sur un sujet vraiment passionnant, les conditions que la Russie a posées pour en finir avec la guerre en Ukraine. Oui. On va décortiquer une vidéo-analyse de Traveling with Allah. C'est un commentateur géopolitique qui est connu pour ses analyses, disons, assez pointues. Oui. Donc préparez-vous, on va essayer de décrypter tout ça ensemble et de voir un petit peu quelles sont les perspectives, les nouvelles perspectives qu'il nous offre. Ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que Moscou ne cherche pas simplement une trêve. La Russie, elle vise un accord vraiment solide, durable. C'est d'ailleurs les termes employés par Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, lors d'une rencontre avec son homologue turc à Ankara le 24 février. Donc pas question d'un cessez-le-feu temporaire, la Russie exige des garanties. Des garanties très concrètes. Oui, des garanties concrètes. Et la principale, on va y venir, c'est une Ukraine en dehors de l'OTAN. Et ça nous permet peut-être de comprendre pourquoi la sortie de Donald Trump, qui admet aujourd'hui que pousser l'Ukraine vers l'OTAN était une erreur. Ça suscite autant de réactions. Tout à fait, parce que l'expansion de l'OTAN vers l'Est, c'est vraiment perçu par la Russie comme une menace. Oui. Une menace directe pour sa sécurité. D'ailleurs, Lavrov, il rejette complètement l'idée d'une pause dans les combats qui permettrait à l'Ukraine de se réarmer avec l'aide occidentale. Il évoque les accords d'Istanbul de 2022 qui proposaient une Ukraine neutre et démilitarisée comme une base possible pour des négociations. Oui, c'est intéressant parce que ces accords d'Istanbul, ils avaient été rejetés à l'époque sous la pression occidentale. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les points clés de ces accords et pourquoi ça a échoué? Bien sûr. Les accords d'Istanbul, ils prévoyaient la neutralité de l'Ukraine avec des garanties de sécurité qui étaient offertes par plusieurs puissances. Le problème, c'est que la méfiance, elle était déjà très forte de part et d'autre. Oui, et la pression occidentale, elle a poussé Kiev à rejeter cet accord. On se retrouve aujourd'hui dans une situation de blocage. Alors que la Russie affiche une position claire, on a l'impression que l'Occident est un peu plus divisé que jamais. Oui, Lavrov, il n'hésite pas à critiquer Zelensky, l'accusant de changer de position plus souvent que de chemise. Ah oui, cette image de la chemise, elle est assez parlante. Oui. Il cherche à décrédibiliser Zelensky. Oui. À le présenter comme un dirigeant versatile, incapable de tenir ses engagements. Et en parallèle de ça, on observe un décalage de plus en plus marqué entre les États-Unis et l'Europe. Absolument. Washington engage des discussions avec Moscou pour normaliser les relations entre les ambassades. D'accord. Tandis que l'Europe, elle peine à parler d'une seule voix. Oui, et Lavrov l'a d'ailleurs souligné. Il a pointé du doigt une Amérique plus cohérente dans sa stratégie, tandis que l'Europe semble suivre l'OTAN sans réellement réfléchir à ses propres intérêts. Oui, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Lavrov, il note un changement de perception en dehors du bloc occidental. De plus en plus de pays, notamment dans le sud global, ils remettent en question l'efficacité de la ligne dure de l'OTAN, les sanctions, l'escalade militaire, la propagande. Oui. Ils y voient une stratégie qui alimente le conflit au lieu de le résoudre. Et les sanctions, justement, c'est un bon exemple, elles touchent autant les civils ukrainiens et russes que les économies européennes. Alors que les États-Unis profitent de la situation pour vendre leur gaz à prix d'or à leurs alliés. C'est un point crucial. On est en droit de se demander qui tire réellement profit de ce conflit. Certainement pas les peuples. Et Lavrov l'affirme haut et fort, le narratif occidental qui présentait la Russie comme l'agresseur unique et l'Ukraine comme une victime innocente. Ça s'effrite. L'OTAN, censée défendre la liberté et la démocratie, est de plus en plus perçue comme un acteur qui prolonge la guerre pour ses propres intérêts. On voit bien que la bataille de la communication est aussi importante que la bataille sur le terrain. L'OTAN sauveur ou triant, c'est une question que beaucoup se posent désormais. Et pendant ce temps, le conflit ukrainien révèle un bouleversement géopolitique majeur. Oui. La Russie impose ses conditions, exige une Ukraine hors de l'OTAN et refuse tout compromis. Ce qui est certain, c'est que la Russie ne compte pas céder. Elle a clairement défini ses objectifs et sa stratégie. Cette situation force tous les acteurs, y compris l'Occident, à revoir leur positionnement. Est-ce que l'Occident a perdu la bataille du récit? C'est une question qui reste ouverte et qui mérite une analyse approfondie. Et cette bataille du récit, elle se joue aussi sur le terrain diplomatique dans la vidéo de Traveling with Lavrov. Il souligne l'importance de la rencontre entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Oui. Il y voit un signe d'espoir pour un dialogue, disons, plus normal, moins axé sur la confrontation. Une lueur d'espoir dans ce contexte si tendu, c'est intéressant parce que ça semble aller à l'encontre de ce qu'on entend habituellement dans les médias occidentaux. Exactement. Cette rencontre, elle suggère que certains pays, y compris des alliés des États-Unis, cherchent des alternatives à la logique de l'affrontement
On voit bien que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la remise en question du leadership de l'OTAN. Est-ce que ce conflit ne met pas en lumière les limites de cette organisation qui semble incapable de proposer des solutions durables ? C'est une question pertinente. L'OTAN, elle se retrouve prise entre la pression des États-Unis qui veulent maintenir une ligne dure face à la Russie et les inquiétudes des pays européens qui subissent de plein fouet les conséquences économiques du conflit. Sans oublier les populations civiles ukrainiennes et russes qui sont les premières victimes de cette guerre, on a parfois l'impression que leur sort est relégué au second plan dans les discussions géopolitiques. Absolument, les souffrances des populations civiles, elles doivent être au cœur de toute solution de paix. Il est important de ne pas les oublier, de ne pas les réduire à des statistiques ou à des pions sur un échiquier géopolitique. Alors comment on sort de cette impasse ? Est-ce qu'on se dirige vers une guerre d'usure ou est-ce qu'une solution diplomatique est encore envisageable ? On a l'impression que les positions se durcissent de part et d'autre et que l'espace pour le dialogue se réduit de jour en jour. C'est difficile de se prononcer avec certitude. La situation est extrêmement complexe avec des enjeux géopolitiques majeurs, mais il est important de ne pas abandonner l'espoir d'une solution négociée. Et la France ? Quel rôle elle joue dans ce contexte ? On a parfois l'impression qu'elle est un peu en retrait par rapport aux États-Unis. La France, elle essaie de maintenir un dialogue avec la Russie, ce qui lui vaut d'ailleurs des critiques de la part de certains de ses alliés, mais elle est aussi membre de l'OTAN et doit donc composer avec les positions de ses partenaires européens. C'est un exercice d'équilibriste délicat qui reflète la complexité de la situation. C'est une position difficile pour la France comme pour beaucoup de pays européens. On a vraiment le sentiment que ce conflit est un tournant majeur dans l'histoire des relations internationales, avec des conséquences qui se feront sentir pendant des années, voire des décennies. Absolument, on assiste à un bouleversement des rapports de force avec l'émergence de nouvelles puissances et une remise en question des alliances traditionnelles. L'ordre mondial est en pleine mutation et le conflit ukrainien en est un symptôme éclatant. Et l'Ukraine se retrouve au cœur de ce jeu géopolitique. Difficile d'imaginer l'avenir de ce pays dans un contexte aussi incertain. On peut craindre que l'Ukraine ne devienne un champ de bataille permanent, un terrain d'affrontement entre grandes puissances au détriment de sa population et de son développement. C'est vrai, le destin de l'Ukraine est vraiment suspendu à cette crise et puis les répercussions de ce conflit, on va les sentir bien au-delà des frontières de l'Ukraine. L'Ukraine est devenue un symbole, un enjeu central dans cette recomposition du monde. Et pour conclure ce deep dive, on va revenir à cette question qui nous taraude depuis le début. Est-ce que l'Occident, et plus particulièrement l'OTAN, a perdu le contrôle du récit ? On a vu que le narratif occidental qui dominait au début du conflit est de plus en plus contesté, y compris par des pays qui n'ont pas forcément d'affinité avec la Russie. Oui, c'est une question difficile. D'un côté, on voit bien que le narratif occidental s'essouffle, notamment face aux critiques de pays hors du bloc occidental. L'exemple des sanctions économiques qui touchent autant les populations civiles que les économies européennes est assez révélateur. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer une forme d'hypocrisie occidentale qui prétend défendre des valeurs universelles tout en poursuivant ses propres intérêts. Mais de l'autre côté, l'Occident conserve un certain pouvoir de diffusion de l'information, notamment via les médias traditionnels. Est-ce que ce changement de perception, il est profond ? Est-ce qu'il est durable ? Ou est-ce que c'est juste un phénomène conjoncturel ? C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que la donne a changé. La Russie, elle parvient à faire entendre sa voix de manière plus efficace qu'auparavant. Elle utilise tous les canaux à sa disposition, y compris les réseaux sociaux et les médias alternatifs pour diffuser son message et pour contrer la propagande occidentale. Et puis cette vidéo de Traveling with Alain en est un parfait exemple. Lavrov, il expose les arguments russes avec clarté et conviction, et on sent que ce discours, il trouve un écho auprès d'un public de plus en plus large. Alors quel avenir pour ce conflit ? C'est difficile de se prononcer avec certitude, mais une chose est sûre, on est à la croisée des chemins. Les décisions qui seront prises dans les prochains mois auront un impact considérable sur l'ordre mondial. Ce conflit, il pourrait marquer un tournant décisif. Une rupture avec l'ordre mondial qui prévalait depuis la fin de la guerre froide. C'est clair, ce conflit est un véritable séisme géopolitique qui rebat les cartes des alliances et des rapports de force. L'Occident habitué à dicter sa loi sur la scène internationale doit désormais composer avec des acteurs de plus en plus puissants et déterminés à défendre leurs intérêts. La Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, autant de pays qui aspirent à un monde multipolaire où le pouvoir serait davantage partagé. Un monde multipolaire, donc, où les vieilles certitudes s'effondrent, et où de nouveaux équilibres doivent être trouvés. Un monde plus incertain, plus imprévisible, mais peut-être aussi plus juste et plus équilibré. Exactement. Et dans ce nouveau contexte, la question du récit de la bataille des perceptions, elle sera plus importante que jamais. Il ne s'agit pas seulement de gagner la guerre sur le terrain, mais aussi de convaincre l'opinion publique de faire valoir sa version des faits, de construire un récit qui lui soit favorable. Voilà de quoi méditer.
On vous laisse sur cette réflexion et on vous encourage à continuer à vous informer et à vous forger votre propre opinion sur ce conflit aux multiples facettes. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive. À très bientôt pour explorer un nouveau sujet.